Bienvenue dans le studio de l'Argus. En 2025, Equipoto fête ses 50 ans. Ce salon international des professionnels de l'automobile se déroulera à Paris Expo Porte de Versailles, comme lors de la première édition en 1975. Alors pour revenir sur ces 50 ans d'histoire, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Baudin, président du salon Equipoto. Bonjour Philippe. Bonjour Franck, merci de nous accueillir. Merci à vous d'être parmi nous. Alors Philippe, racontez-nous comment est né ce salon Equipoto, cette première édition en 1975. Alors on va faire un peu d'histoire. 1975, un visionnaire, Paul-Jean Suriot, a décidé, alors qu'il était président de la FIEV, de créer un événement qui devenait une vitrine pour l'équipement et les services à la mobilité, en tous les cas pour les équipementiers auto, pour la prévente automobile. Donc l'histoire a démarré en 1975, les événements se sont tenus à la porte de Versailles. On reviendra tout à l'heure sur le déroulé des éditions, mais en tous les cas, tout a démarré à cette époque-là. Et c'était peut-être aussi une réponse du berger à la bergère par rapport au salon de l'auto qui se tenait en parallèle, puisque la première édition s'est tenue lors de la 62e édition du salon de l'auto. Et donc c'était faire valoir en tous les cas les métiers qui sont les nôtres, en tous les cas qui sont ceux de nos exposants. Voilà. Oui, parce que les équipementiers ont toujours été exposés au salon de l'auto depuis même l'époque du Grand Palais. Historiquement, les gens étaient présents. Il y avait une véritable combinaison entre d'un côté les fabricants de voitures, les constructeurs, et puis les équipementiers qui voulaient faire valoir toute leur technologie et leur savoir-faire. Et à quel public s'adressait ce salon Professionnel, uniquement professionnel. Depuis l'origine, 1975, le salon a gardé cet ADN de B2B en fait. Donc on a vraiment une orientation qui est très clairement donnée aujourd'hui sur le monde professionnel et l'échange entre les acteurs de la filière. Donc on ne s'adresse qu'aux professionnels. Et quels équipements on pouvait voir à l'époque sur ce premier Equipoto, enfin sur ces premières éditions? C'était assez vaste. Vous aviez d'abord de l'équipement d'atelier, vous aviez de la pièce détachée évidemment, puisque à l'époque c'était quand même quelque chose d'extrêmement important pour l'équipement automobile. On avait déjà les prémices des services, en tous les cas au réseau de distribution qui étaient présents. Donc je dirais que les bases étaient posées en tous les cas à cette époque-là. Et comment ça a évolué au fil du temps? Comment ça a évolué? On va revenir déjà sur 1975, la première édition. Donc jusqu'à 1978, le salon s'est déroulé tous les ans. En 1978, on est passé sur un rythme de biennale, donc tous les 2 ans. On a en 1985, le salon a migré vers le parc des expos de Villepinte. Il y a eu effectivement une véritable montée en puissance. Paul-Jean Suriot avait donc créé cet événement. Ensuite, il y a eu un directeur de salon, M. Morla, qui lui avait une forte volonté de s'orienter vers l'international. Donc il y a eu une véritable montée en puissance jusqu'à la crise des subprimes, qui a été effectivement une période un petit peu douloureuse pour tout le monde, en tous les cas pour l'économie automobile. Je n'irai pas jusqu'à dire que le salon était sur une forme de déclin, mais en tous les cas, il se posait beaucoup de questions justement liées à cette crise. Donc en 2008, un monsieur qui s'appelle M. Claude Cham, qui était lui-même président de la FIEV et président du salon Equipoto, a dû à cette époque prendre une décision un peu tranchante. La décision, c'est peut-être un scoop que je vais vous livrer, mais en tous les cas, la décision se posait de savoir si on allait maintenir ou pas l'événement. Claude Cham a décidé de le maintenir, ce qui n'était pas pour nous déplaire, nous exposants, puisque j'étais moi-même exposant à cette époque-là. Donc on a connu, je dirais, une période entre guillemets compliquée, à la porte, enfin en tous les cas à Villepinte, avant de revenir à la porte de Versailles. Jusqu'à 2015, le salon se maintenait. On avait une véritable représentativité au niveau de l'international. En 2015, on s'est dit il faut créer quelque chose, il faut revenir à des fondamentaux. Donc on a eu l'opportunité de revenir à la porte de Versailles à Paris, donc revenir finalement à l'historique du salon. Là où était le salon au début de son histoire. Donc en 2015, on a migré tout ce petit monde sur la porte de Versailles. 2017, qui était également la première édition donc à la porte de Versailles, qui était une édition compliquée à monter parce que c'était d'abord un nouveau lieu, un nouvel environnement, il fallait bouleverser un petit peu les habitudes. Finalement, l'essai a été plutôt concluant. On l'a transformé en 2019 avec un véritable succès, en tous les cas, à la porte de Versailles. Tout le monde plébiscitait le lieu. Donc l'évolution s'est faite aussi dans ce sens-là. Malheureusement, on a connu cette satanée crise Covid qui nous a obligés à repousser l'événement de 2021 en 2022. Et puis, à la sortie de cette crise de Covid, donc déjà en 2021, on a imaginé aussi avec les équipes, on a imaginé un nouveau format qui répondait à une demande à l'époque, en 2021, donc d'aller en région avec un nouveau format qui s'appelait Equipoto On Tour. Donc on a fait Equipoto On Tour en 2021, 2022 retour à la porte de Versailles à Paris pour cette édition
grandeur parisienne et grandeur nationale et internationale. En 2023, on a également créé un nouvel événement à Lyon. On a transposé le salon sur un format un petit peu plus réduit, de 3 jours et non plus 5. En 2024, on a réédité l'expérience Equipoto On Tour avec d'autres régions versus 2021. Et puis 2024 se clôturant, on s'est focalisé immédiatement avec les équipes sur le cinquantenaire qui aura lieu au mois d'octobre 2025. Voilà. Bon. Alors, sur cette période de 50 ans, l'automobile a évolué, a été révolutionné plusieurs fois, j'ai envie de dire. Quelles ont été les innovations majeures présentées, dévoilées au cours de ces différents Alors, je ne ferai pas, l'erreur de nommer des gens, mais je vais vous donner des grandes innovations qui ont marqué l'automobile, en tous les cas le monde de la rechange, et puis et surtout le consommateur, en tous les cas le conducteur du véhicule. On a eu des innovations comme le SP, on a eu des innovations comme le Flatblade, par exemple, balai qui avait été monté par un équipementier français Valeo, pour ne pas le nommer, qui a bouleversé, exactement, balai d'essuie-glace, qui a bouleversé la visibilité, en tous les cas, pour le conducteur. On a eu droit à tout, on a eu une période importante également sur tous les ADAS, on a parlé de plaquettes de frein nouvelle génération, des produits de plus en plus verts, en tous les cas, pour rester sur une tendance encore actuelle. Il y a eu une période, je me souviens, qui a bouleversé le monde de la carrosserie, puisque certains fabricants, en tous les cas des manufacturiers, des producteurs de produits peinture, ont décidé de transformer le monde de la carrosserie avec des produits à l'eau. Donc ça a bouleversé évidemment toutes les habitudes des carrossiers installés sur le territoire. C'était une grosse période, une énorme innovation évidemment. Il y en a eu tellement, le SP, j'en ai parlé, il y a eu les airbags qui ont été promus lors de ces awards. Pour la petite histoire, cette année, on parle du cinquantenaire, mais on va aussi parler du 40e anniversaire de ces Innovation Awards, les Grands Prix. On a, sous l'égide d'une centaine de journalistes à l'époque, ils ont décidé de créer, nous avons créé avec eux, cet événement qui devient un événement finalement dans l'événement. On va fêter ses 40 ans cette année, et à chaque fois, c'est toujours une attente de la part des exposants, parce que les équipementiers mettent en valeur toute leur technologie, leur technicité, leur savoir-faire. C'est une période, en tous les cas un moment phare de l'événement qui est très attendu. Et on va essayer cette année encore une fois de renouveler l'expérience. On a à chaque fois à peu près 150 candidats qui viennent avec des produits divers et variés. Donc on a balayé à peu près tout le spectre de la mobilité avec ces innovations, ce qui était effectivement très intéressant et dense. Donc voilà, tout ça, ça a marqué, ça marque encore Equipoto. Et du coup, le secteur des équipementiers a été chamboulé comme l'automobile en 50 ans. À quoi ressemble aujourd'hui ce secteur par rapport à cette époque? Déjà, on va parler... Peut-être quelques chiffres. Oui, on va donner quelques chiffres pour non pas se donner le vertige, mais pour comprendre un peu l'évolution de l'automobile. En 1975, le parc roulant était à peu près composé de 15 millions de véhicules. On est aujourd'hui... Rien qu'en France. Rien qu'en France. On est un peu plus de 40 millions aujourd'hui, pour vous donner l'ampleur. À l'époque, on parlait d'un chiffre d'affaires qui était aux alentours des 15 milliards de francs. Aujourd'hui, on est sur une valeur entre 26 et 30 milliards d'euros. Donc évidemment, on peut comprendre aisément l'évolution que cela a engendré, les motivations à certains à attaquer ce marché, de l'adresser le plus professionnellement possible. Puis, à l'époque, dans les années 70, 80, 90, il y avait beaucoup de Français qui exportaient et on a assisté à une internationalisation, un déplacement du centre de gravité vers d'autres régions du monde aussi. Oui, toujours, parce que d'abord la mobilité, la voiture évolue. Donc évidemment, on a depuis de nombreuses années, et j'en parlais tout à l'heure avec la direction de M. Morla, qui était lui très orienté sur l'international. On avait déjà une très forte représentation de l'international sur Equipoto. J'ai encore en tête ça des ratios. Ça a souvent été plus de 50% des exposants. Ça a souvent été plus de 50%. On est monté jusqu'à 70% d'exposants internationaux. J'ai encore en mémoire dans les éditions 2017-2019 plus de 60% d'internationaux. Alors évidemment, la voiture évoluant, il faut se conformer en tous les cas au marché. On a vu arriver des marchés très importants, notamment pilotés par l'Asie, qui sont arrivés. Donc on a, mais pas que, l'Asie fait partie des pays qui ont depuis très longtemps intégré le salon Equipoto avec des villages, des espaces dédiés. On a d'autres pays, on a l'Italie, on a l'Espagne, on a l'Allemagne, on a
tous les pays européens qui sont présents évidemment, et pas que, et qui viennent. On a des pays d'Afrique qui sont également présents sur Equipoto. Donc tout ça, ça enrichit finalement ce panier de fréquentation internationale qui est important pour nous. Oui. Donc 50 ans plus tard, Equipoto est toujours là. L'univers automobile des équipementiers a changé, mais il y a toujours de la demande en tout cas. Oui, le marché, évidemment que le marché il a évolué. Nous, on essaye de faire en sorte que, indépendamment de ce côté visionnaire qu'avait eu Paul-Jean Suriot à l'époque, de faire perdurer cette histoire. On a un ADN qui est très fort tourné sur le commerce au sein d'Equipoto. Je voudrais juste reprendre une petite anecdote du fils de Paul-Jean Suriot, Pascal Suriot, qui nous disait, alors que son père était à la fois président de la FIEV, mais aussi patron d'entreprise avec Suriot et compagnie, il organisait très régulièrement des déjeuners, des dîners d'affaires. 90% de ces dîners étaient orientés sur Equipoto. C'était un vrai passionné, comme il faut l'être aujourd'hui. C'est vrai qu'en 2019, lorsque Claude Cham m'a demandé de reprendre la présidence du salon, d'abord il y avait une particularité, c'est que le président du salon Equipoto a toujours été le président de la FIEV. Donc ça a marqué une rupture versus ce que l'on connaissait dans l'historique. Et il a fallu maintenir cette histoire finalement de Paul-Jean Suriot avec une véritable proximité auprès des réparateurs. C'est vrai que parfois c'est pas toujours facile à porter parce qu'il y a le poids de l'histoire. Mais en tous les cas, on essaye de mettre beaucoup de passion dans ce que l'on fait avec les équipes, quel que soit le sujet, de commerce, de marketing, de com. On essaye de créer justement, amener un maximum d'intensité. Donc oui, le marché il évolue, on s'adapte. À chaque édition, on se repose la question de savoir si le format est bon, si l'événement va plaire. Donc on essaie de travailler sur ces sujets-là de manière extrêmement régulière. Et voilà, on espère que cette année, en tous les cas, enfin on espère, on est à peu près convaincu que l'édition 2025 va marquer les esprits. Ouais. Eh bien, merci Philippe. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre page et à laisser des commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur largus.fr.